Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Cette visite d'amitié du président Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire, un entretien fraternel avec son homologue Alassane Ouattara a marqué cette journée, soulignant les liens solides et chaleureux entre les deux nations. On le verra. Arrêt des travaux sur le littoral, 47 associations et mouvements écologistes soutiennent cette décision du chef de l'État. Ils ont organisé une mobilisation pour dénoncer l'occupation du littoral avant d'annoncer une marche nationale pour réaffirmer leur engagement. Et puis, le gouvernement vient de publier la liste des navires autorisés à opérer dans ces eaux, une initiative accueillie positivement par les professionnels du secteur. Ils exhortent les autorités à ne pas s'arrêter là, mais à poursuivre avec un audit approfondi du secteur. Et enfin, le grand format Société explore l'univers des maisons communautaires des Soninké à Dakar, appelées Komporore. Elles offrent un havre de solidarité et d'entraide pour les nouveaux arrivants en quête de meilleures opportunités. En format suivre. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a effectué ce mardi une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien avec son homologue, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre les deux pays. Envoyés spéciaux à Abidjan, Moumoudou Belem et Oumar Nying. Abidjan, une étape majeure dans la tournée diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye. Le séjour du chef de l'État en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié fraternelle entre les deux pays. L'accueil réservé au président de la République à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny témoigne de l'importance de cette visite pour le gouvernement et le peuple ivoirien. On tend au pavillon présidentiel pour un souhait de bienvenue et puis la sortie marquée par un accueil populaire de la communauté sénégalaise, heureuse d'accueillir le président de la République ici en Côte d'Ivoire. Le temps fort de cette visite se déroule au Palais de la République. Ici, la prise de contact se fait sous les honneurs. Le président Bassirou Diomaye Faye passe en revue les troupes avant d'arriver à la rencontre de son aîné, le président Alassane Ouattara, dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Je vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance.
j'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal, et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme des Ivoiriens au Sénégal, notamment avec la présence du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Pour matérialiser la volonté politique des deux présidents, il a été convenu de convoquer la commission mixte entre les deux pays. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara ont eu des vues communes sur les questions de paix, de sécurité et de développement de la sous-région. Et dans le cadre du renforcement de l'axe Dakar-Abidjan, les deux chefs d'État se sont accordés à privilégier l'exploration des domaines prioritaires comme l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ou encore le développement des coopératives agricoles. Nous écoutons les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye au micro de nos envoyés spéciaux. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas la dimension du vœu de nos secteurs privés et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz, et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui, dans 2 ou 3 ans, auront des taux de croissance à 2 chiffres. Et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires. Je vous en parlais tout à l'heure dans le secteur de l'agriculture avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer. Et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique.
Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenue, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Et puis, retour à Dakar où le Premier ministre Ousmane Sonko a accueilli le ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture pour discuter d'un ambitieux projet surnommé l'autoroute de l'eau. Cette rencontre marquée par des propositions de coopération élargie ouvre la voie à des nouvelles avenues de collaboration entre les deux nations. Aramda. Il est à la fois le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite. Une charge aussi transversale que les différents sujets abordés au cours de cette séance de travail. Autour du Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal et l'Arabie Saoudite arrêtent 10 axes de coopération, partis pour être des plus emblématiques, une autoroute de l'eau. Comme vous le savez, au nord, on a de l'eau. On a besoin de l'eau peut-être dans des régions, dans des villes comme Touba. On a besoin de l'eau dans des villes comme Dakar. Peut-être créer, comme l'a fait nos amis et nos frères égyptiens et marocains, en créant l'autoroute de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose c'est un point sur lequel nous avons parlé. Nous importons beaucoup de riz, 1,2 million de tonnes jusqu'à 1,5 million de tonnes. Nous importons du maïs, 450 000 tonnes. Nous importons du blé, entre 600 et 800 000 tonnes. Nous importons du maïs, nous importons de l'huile, nous importons du sucre et nous avons aussi les possibilités de produire tout ça là. Avec mon homologue, avec mon frère saoudien, on a parlé comment nous pouvons accompagner le secteur privé sénégalais, le secteur privé saoudien, de venir travailler ensemble pour saisir ces opportunités-là. Une autoroute de l'eau du nord vers les zones plus arides, mais aussi des productions diverses dans les régions du Sud. L'Arabie Saoudite montre toute sa détermination à consolider la coopération. Nous avons à cœur de relever avec le Sénégal le défi de la sécurité alimentaire. C'est l'un des axes majeurs de cette coopération que nous voulons renforcer. Nous sommes là aussi pour voir comment le secteur privé des deux pays peut saisir ensemble toutes ces opportunités dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Arabie Saoudite, grand producteur de pétrole, puissant pays du Moyen-Orient, riche mais désertique, est aussi une terre d'opportunités pour le privé sénégalais. L'Arabie Saoudite, compte tenu de son climat désertique, aurait besoin de beaucoup d'herbes fourragères. Il y a aussi une excellente opportunité pour les privés sénégalais d'exporter des fruits et légumes au niveau de l'Arabie Saoudite, d'exporter aussi de la viande halal au niveau de l'Arabie Saoudite. Et ce sont ces axes de coopération-là sur lesquels nous avons bien parlé. Compte tenu de leur expérience aussi dans le domaine des oil and gas, nous sommes dit aussi que peut-être on pourrait apprendre d'eux sur ces axes de coopération-là. La séance de travail présidée par le Premier ministre était élargie aux experts des deux ministères. Le ministre saoudien était en plus accompagné de l'autorité publique en charge de la sécurité alimentaire, la Société saoudienne d'investissement agricole et de production animale était aussi représentée. Parlons maintenant du lancement de l'appel à propositions multipays de la Facilité Investissement pour l'Emploi IFE, un événement auquel ont participé divers acteurs du secteur privé, initié pour stimuler l'emploi à travers 8 pays africains, dont le Sénégal. Cette initiative offre des subventions compétitives visant à cofinancer des projets à fort impact sur l'emploi. Mariam Biramba. Une opportunité de croissance en Afrique. Il s'agit là du 5e appel à proposition de projets pour les entreprises privées ainsi que les entités publiques du Sénégal et dans d'autres pays africains. Une initiative de la Facilité à investissement pour l'emploi. La facilité IFE, dont nous lançons l'appel à projet aujourd'hui, s'adresse directement aux entreprises privées, aux organisations à but non lucratif et aux partenaires publics. Elle octroie
en fait des subventions pour des projets concrets qui créent des emplois. La facilité IFE soutient spécifiquement des projets qui peinent à trouver un financement adéquat sur le marché. Les projets sélectionnés sur des critères transparents devront permettre d'accéder au système de sécurité sociale. La facilité IFE soutient les projets sélectionnés avec des subventions de cofinancement allant de 650 000 à 5 millions d'euros par projet. Avec la facilité IFE, un instrument innovateur et flexible, l'Allemagne veut soutenir la réalisation des projets les plus prometteurs, innovateurs et durables. J'invite toutes les entreprises intéressées, quel que soit leur secteur d'activité, agriculture, digitalisation, textile, énergie renouvelable, à participer à ce 5e appel à proposition de projet de l'IFE. L'État du Sénégal soutient ce projet, accessible à tous les secteurs d'activité. La facilité d'investissement pour l'emploi est un nouvel instrument financier de la coopération allemande qui vient s'ajouter aux nombreuses interventions de la KfW au Sénégal. Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nous sommes ravis de noter que le Sénégal, parmi les 4 pays bénéficiaires de ce présent appel à proposition de projet, avec le Ghana, le Maroc et le Rwanda. Les montants d'une subvention qui varient entre 650 000 à 5 millions d'euros devront permettre aux entreprises sénégalaises en croissance d'accroître leur capacité de production et de créer des emplois. La facilité investissement pour l'emploi IFE est un mécanisme d'investissement qui intervient dans 8 pays partenaires en Afrique, en vue d'appuyer la création d'emplois durables et de qualité dans le secteur privé. 30 ans après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, le Sénégal s'est tourné vers le passé avec une conférence internationale dédiée à la mémoire et à l'analyse de cette tragédie. Organisée à Dakar, cette rencontre vise à revisiter les événements de 1994 et à renforcer la compréhension pour prévenir de futures atrocités. Seydina Lunfal. Il y a quelques semaines, au Rwanda, le président Paul Kagame dirigeait la cérémonie solennelle de commémoration du génocide contre les Tutsis. Dans cette même dynamique, ici au Sénégal, une conférence internationale sur le génocide contre les Tutsis a été organisée au CESAC à Dakar. Cette conférence a un double objectif. Primo, il s'agit de rendre hommage ensemble et de préserver la mémoire des victimes du génocide emporté par le génocide. Deuxièmement, il s'agit d'observer ensemble le chemin parcouru par les Rwandais depuis 30 ans dans la reconstruction, en surmontant tous les défis qui ont été engendrés par les effets néfastes du génocide. 30 ans après le génocide qui a fait près d'1 million de morts, l'on se souvient encore à travers cette rencontre qui a réuni experts universitaires, apprenants et représentations diplomatiques. Nous devions tout faire pour conserver le souvenir de ces enfants, ces hommes, ces femmes qui ont été les victimes de la bête immonde il y a 30 ans au pays des 1000 collines. Nous ne devrions rien négliger pour maintenir vivace la mémoire de l'innommable, mémoire sans laquelle les humains seraient voués à répéter les horreurs du passé. La présence d'étudiants en journalisme à cette conférence n'est pas fortuite. L'utilisation néfaste des médias a contribué à ce génocide. Les médias et principalement la radio-télévision 1000 collines a joué un rôle important dans le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et comme vous pouvez le remarquer, pendant longtemps, ça a été un message de haine, de l'intolérance. Et tous ces aspects-là nous ont en fait montré que, et ça, nous développons dans nos cours de sociologie des médias, que le journaliste a un rôle important à jouer. Et le journaliste doit être responsable. Le discours qu'il doit donner doit être un discours qui permet à la société de vivre convenablement et ne pas toujours se mettre dans l'invective, mais aussi à être dans le message de haine, ou aussi à être dans des situations qui attisent le feu
entre les communautés. Et c'est cet aspect-là qui est important pour ces apprenants-là qui sont venus suivre cette conférence animée par des experts internationaux et nationaux, mais qui leur permettra également de poser les questions en tant que jeunes journalistes ou jeunes étudiants en journalisme. Et ça, je pense que c'est une occasion intéressante pour le CECI et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Le 7 avril marque le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda perpétré par le gouvernement extrémiste Hutu. Dans les 100 jours qui ont suivi, près d'1 million de Tutsis et Hutus modérés ont été tués. Face aux tensions croissantes autour de la gestion foncière, le médiateur de la République a initié une rencontre pour explorer des solutions durables aux conflits fonciers. Cette session de 2 jours vise à formuler des propositions concrètes, notamment sur les droits d'attribution des parcelles littorales qui seront ensuite soumises aux décideurs. Mamoudou Sakine. La question foncière demeure une bombe sociale. Comment arriver à la désamorcer ? C'est l'objectif de cette rencontre d'échange initiée par la médiature de la République. Elle vise à apporter des réponses à cette lancinante question. La corniche est une petite bande par rapport au no man's land au continent. Hein. C'est pas pareil. Il faudrait quand même qu'on réfléchisse sur ce foncier rural. Où est-ce qu'ils vont cultiver demain? De quoi ils vont vivre ces gens-là? Si vous n'avez plus de champs, si vous avez vendu vos champs, qu'est-ce qui va vous rester pour vraiment vous nourrir? Et ça c'est le quotidien aujourd'hui des familles rurales. Les communautés à la base plaident pour une réforme consensuelle, participative et inclusive. Les producteurs, les éleveurs qui sont sur le terrain. Notre souci, c'est de ne pas voir les agrobusiness qui viennent accaparer nos terres et s'approprier aussi des terrains, au détriment des populations locales. Les débats ont permis aux différentes parties prenantes de mieux saisir les textes relatifs au domaine national et du domaine de l'État. Chaque jour, quand on se lève, on voit quelqu'un céder des terres du domaine national, ce qui est formellement interdit. L'article 423 du Code pénal sénégalais l'interdit, l'article L311 du Code de l'urbanisme du Sénégal l'interdit. Dans l'esprit du Code du domaine de l'État, le bail amphithéotique ne devait pas servir à l'habitation. Non. Dans l'esprit du Code du domaine de l'État, c'est la concession du droit de superficie qui devait servir à l'habitation. Le bail amphithéotique aux investissements. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la pratique, le bail amphithéotique sert et à l'investissement et à l'habitation. Durant 2 jours, universitaires et membres de la société civile vont approfondir la réflexion. À la fin des travaux, des propositions de solutions durables aux conflits fonciers seront soumises aux décideurs. Et dans un élan de soutien fort, 47 associations et mouvements écologistes se sont rassemblés pour appuyer la décision présidentielle d'arrêter les travaux sur le littoral, dénonçant son occupation. Ce dimanche, leur mobilisation a été saluée par la communauté Lébou. Ils ont également annoncé une marche nationale pour réaffirmer leur engagement envers la protection de l'environnement côtier. Salut Sec. Un dimanche de mobilisation à Djamalaye, plus de 40 associations et mouvements s'engagent aux côtés du chef de l'État. Leur slogan « Tous pour le littoral pour tous », une manière d'apporter leur soutien au président de la République concernant l'arrêt des travaux sur le littoral. Nous avons eu la chance d'avoir un président de la République qui a fait une déclaration très forte pour défendre le littoral sénégalais et réduire l'ensemble des conflits fonciers de notre pays. C'est pourquoi immédiatement, nous, en tant qu'organisation écologiste et population riveraine du littoral sénégalais, de Saint-Louis à Ziguinchor, nous avons décidé d'appeler cette mobilisation de 47 organisations pour soutenir cette forte décision du président de la République et lui dire d'aller jusqu'au bout de la loi. Parce que notre constitution est très claire sur les ressources naturelles. Notre constitution est très claire sur l'apport des populations dans la défense du littoral. Les différents codes que nous avons, le code de l'environnement, le code de la marine marchande, le code de l'urbanisme sont très clairs sur le domaine public maritime qui, comme on le dit, n'appartient à personne. Son usage est affecté à tous. Il faudrait que nous, populations, qu'on soutienne le président à veiller à ce que l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des Dakarois puissent profiter de ce littoral. Le choix de cette plage de Djamalaye pour tenir leur mobilisation n'est pas fortuit. Ici, nous avons des maisons qui sont construites hors du domaine public maritime.
Mais dans cette zone du domaine public maritime qui était laissée en compte conformément aux dispositions réglementaires, nous avons des occupations sur le même domaine public maritime où nous voyons des immeubles de 4 étages érigés sur le domaine public maritime. Or, la loi dit que sur le domaine public, on ne doit avoir que des installations légères, démontables ou mobiles. Mais un immeuble de 4 étages, ça ne respecte pas ces dispositions réglementaires. Et nous devons renforcer le président de la République à aller jusqu'au bout de ces injustices qui privent les Sénégalais du domaine public maritime auquel tout le monde devrait profiter. Cette mobilisation a vu la participation de différents représentants venus de Dakar, Saint-Louis, Mbour, entre autres localités. Des délégués de quartier et des notables lébou ont adhéré à cette démarche. Nous saluons Action Bi. Nous saluons cette initiative du collectif pour la défense du littoral. Tout le monde doit accompagner le président de la République. Pour cela, j'ai décidé même de renoncer à mes 3 parcelles acquises avec titre foncier sur ce site. Donc, nous savons que le président, vraiment, toute la communauté lébou est derrière le chef de l'État pour corriger les injustices. Dans leur plan d'action, une marche nationale avec plus de 10 000 participants est annoncée pour réitérer leur adhésion à la décision du chef de l'État. Place maintenant à l'actualité de nos régions. Gros plan d'abord sur la récente publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises et les saluer comme un pas significatif vers plus de transparence dans un secteur vital. Les acteurs locaux, notamment les pêcheurs, applaudissent cette initiative et exhortent le gouvernement à ne pas s'arrêter là, mais à poursuivre avec un audit approfondi du secteur. Salut Sec. Quai de pêche de Yoff, c'est l'heure du débarquement pour certains pêcheurs. Dans leur filet, du poisson en abondance. Un constat fait depuis quelques jours. C'est une période propice pour la pêche ici à Yoff. En général, le poisson est en abondance pour 1 ou 2 semaines. Et parfois, les pêcheurs sollicitent des chambres froides pour stocker les poissons. À Soumbédioune, le constat est tout autre. Ces pêcheurs ont dépensé 80 000 francs pour l'achat du carburant pour se retrouver avec ces maigres ressources halieutiques. Nous étions partis à 4 heures du matin et nous sommes revenus vers 13 heures. La pêche n'a pas été fructueuse. Sincèrement, le poisson est rare actuellement. À Soumbédioune, certains pêcheurs souhaitent même ne pas aller en mer. Pour ces acteurs, la pêche industrielle ne leur facilite pas le travail. C'est pourquoi l'option du gouvernement de gérer d'une manière transparente ce secteur est bien accueillie. Nous saluons cette décision, mais il faut mettre l'accent sur le contrôle. Parfois, durant la nuit, nous voyons beaucoup de navires sur les eaux sénégalaises qui font de la pêche illicite. Je demande au président Diomaye d'accentuer le contrôle. C'est bien de savoir le nombre de navires autorisés à pêcher au Sénégal. Cet acte répond au principe de la transparence. Et ça va régler beaucoup de choses. À Yoff également, c'est un ouf de soulagement pour les acteurs. Ils souhaitent un audit du secteur pour bien cerner le problème. Nous réclamons l'audit du pavillon et aussi revoir la zone autorisée pour les navires. Parce que gal mënul nek ak bateau di ndapando même place. Les pirogues et les bateaux ne peuvent pas mener les activités sur un même lieu. La pêche industrielle est différente de celle artisanale. Il faut nécessairement diminuer le nombre de navires autorisés à pêcher au Sénégal. La publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal est bien perçue par ces acteurs. Ils se disent optimistes quant à la bonne gestion du secteur de la pêche. Et à Saint-Louis, l'une des grandes priorités de la pêche reste la surveillance de l'embouchure qui entraîne des pertes en vies humaines chaque année. Abdouad nous en dit un peu plus.
La publication des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est bien accueillie au port polonais de Saint-Louis. Selon les acteurs de la pêche, elle apporte plus de transparence en offrant aux Sénégalais de la visibilité sur l'exploitation de nos ressources halieutiques. C'est important que les gens sachent ce qui se passe au niveau de la pêche. Si la tutelle publie la liste, on s'en félicite et c'est rassurant. Cette publication est un pas important, mais pour les pêcheurs et les mareyeurs, les autorités doivent aller plus loin en accentuant le contrôle des actions en mer. Il faut un suivi rigoureux, sans quoi c'est peine perdue. Le Sénégal s'engage ainsi à assainir le secteur de la pêche au profit des ayants droit. Pour ce faire, certains pêcheurs conseillent à la tutelle de s'inspirer de la Mauritanie. En Mauritanie, c'est très réglementé. Les pêcheurs sont soumis à des contrôles très stricts. Les autorités sanctionnent sévèrement en cas de manquement. À Djamalaï, les marieuses attendent sous le soleil l'arrivée des pirogues. Elles espèrent que ces actes posés par le gouvernement auront un impact positif sur la pêche. Comme vous pouvez le constater, il y a peu de poissons ce matin. Avant, on avait l'embarras du choix, tellement il y avait de la quantité. À Saint-Louis, les pêcheurs attendent toujours une solution définitive contre la récurrence des accidents à l'embouchure. On a mis beaucoup de moyens pour construire la plateforme. Avec autant d'efforts, le problème de l'embouchure serait définitivement réglé. Parce que beaucoup de pêcheurs ont perdu la vie au niveau de l'embouchure. Même après une bonne pêche, on n'est jamais tranquille après avoir traversé l'embouchure. Si cette initiative du gouvernement suscite de l'enthousiasme, chez les acteurs, seuls de bonne pêche peuvent prouver son efficacité. Le grand format société pour finir, il nous plonge dans l'univers des maisons communautaires des Soninké à Dakar, encore appelées Kompororé. Elles offrent bien plus qu'un toit temporaire aux ressortissants des villages. Elles sont un pilier de l'accueil et de l'entraide facilitant leur intégration en ville. Grand format signé Damsila. Les Kompororé, comprenez maisons communautaires en langue soninké, sont construites un peu partout à Dakar pour accueillir des membres de la communauté en séjour dans la capitale. Mais d'où est partie cette idée d'entraide et de solidarité? À l'époque à Dakar, c'était plus difficile, le logement était plus difficile que la nourriture, on disait. Alors, ce qui fait que quand les Soninké sont venus à Dakar, bon, au départ, pour nous, pour notre village, je parle de ça parce que c'est ce que je connais le plus, les gens avaient une tutrice au niveau de la rue Escarfet, qu'on appelait Maïmouna Djanka, je la cite, et puis paix à son âme. Et tous les ressortissants de notre village, qui étaient plutôt la majorité des navigateurs, où ils naviguaient entre Marseille et ici, où ils naviguaient par ailleurs, quand ils venaient à Dakar, ils allaient loger chez cette dame, qui était aussi dans une maison qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à Vieux-les-Boues, mais une maison ouverte à tout vent. Alors, à un moment, ils ont décidé de planter une chambrette en baraque en bois, pour qu'effectivement les gens du village, quand ils viennent, ils puissent se dormir là. Au début, les Kompororé servaient de transit pour des membres de la communauté qui quittaient le village pour regagner l'Europe ou vice-versa. Aujourd'hui, elle accueille des étudiants, des ressortissants qui viennent chercher du travail. Elles servent également de cadre pour des cérémonies funéraires. Le Kompororé de Golmi, disons le foyer de Golmi, il a démarré réellement depuis 1930. Et l'objectif premier, c'était quoi? C'était permettre le transit, faciliter le transit aux immigrés, parce que les Soninké sont des grands immigrants. C'est permettre aux immigrés qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de correspondant à Dakar, de faire un transit là-bas, sans bourse déliée,
et faciliter ce transit-là. J'ai dit aussi que le deuxième élément important, c'est le rôle social que jouent les Komboré pendant les cérémonies de funérailles, pendant les réunions du village. Avant, il y avait du gâchis dans les réunions et dans les cérémonies familiales, cérémonies de deuil. Aujourd'hui, les rencontres, le fait qu'on le fasse au niveau des Komboré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gâchis n'est plus permis et l'argent qui est réuni est collecté et adressé directement à la famille du défunt. Ces maisons communautaires sont réalisées grâce à des cotisations des membres de la communauté. Pratiquement tous les villages de Gandiaga et de Haïré disposent aujourd'hui d'un immeuble à Dakar pour accueillir ces ressortissants. Ça nous sert à rassembler des moyens pour nous assister mutuellement ici à Dakar, mais aussi, surtout, à assister donc, nos villages dans toutes les activités telles que la construction d'écoles, la construction de dispensaires, de mosquées, etc. Je peux dire que tout le long du Gandiaga, pratiquement tous les bureaux de poste ont été réalisés par les villageois eux-mêmes, à partir des cotisations de ce genre de maisons et aussi de la diaspora. Donc, c'est quelque chose de fondamental et qui est en tout cas une marque de la communauté soninké partout où ils sont. Ce n'est pas seulement à Dakar, mais partout où ils sont rassemblés, il y a un grand nombre. Ils essaient de se rassembler, de se regrouper, même s'il faut payer le loyer d'une maison pour que régulièrement on se voit, on se surveille mutuellement et qu'on puisse régulièrement se prendre en charge. Les personnes accueillies dans ces maisons communautaires ne paient ni la location, ni l'eau, ni l'électricité. Dans certains logements même, la nourriture est offerte. Le pensionnaire quittera les lieux que lorsqu'il dispose de meilleures conditions. En général, quand les jeunes venaient à l'époque, ils habitaient, ils étaient à la charge de la communauté, mais dès qu'ils peuvent, dès qu'ils travaillent, ils se prennent en charge, aussi bien pour la nourriture que pour le logement. S'ils peuvent partir avec quelqu'un de leur famille, ils partent avec quelqu'un pour essayer de soulager la communauté. S'ils ne peuvent pas, mais au moins ils se prennent en charge. Parce que l'intérêt déjà d'une personne, déjà, ton premier devoir, c'est de se nourrir et se loger. Quand on peut nourrir quelqu'un ou loger quelqu'un, on le fait, c'est en plus, mais au moins se prendre en charge. Alors maintenant, tant que ça continue comme ça, effectivement, il y a un roulement, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Les Komboré, un modèle d'intégration, d'entraide et de solidarité bien réussi par la communauté soninké. L'initiative a permis aux ressortissants de la communauté de vivre dans la capitale en toute quiétude, en attendant de trouver une vie meilleure pour se prendre en charge. Voilà pour ce grand format société qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci.